Moi, souvent, en fait, j'étais dans la situation où je devais investir, ou potentiellement investir, et je devais me poser la question de s'il fallait investir ou pas et combien. Et alors, moi, j'aime beaucoup le monde de l'innovation, ça m'éclate. Et ce que j'aime beaucoup dans le monde de l'innovation, c'est que tout le monde dit que ce qu'ils sont en train de faire est absolument génial. Je trouve, je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse. Et en fait, on se rend compte que c'est souvent pourri. Donc ça m'éclate. Mais sur les 200 personnes que vous rencontrez, il y en a peut-être 3 qui font un truc vraiment génial. Donc ces gars-là, faut pas les louper. Et ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Et donc moi, j'ai essayé d'imaginer un truc. Donc moi, ça fait 15 ans que je me pose ces questions. Là, tout ce que je suis en train de vous raconter, cette présentation, c'est mon expérience professionnelle depuis que je travaille, depuis que j'ai raté Sciences Po. Voilà, c'est ça que j'ai fait c'est ça que je fais dans ma vie professionnelle. Et donc ça fait 15 ans que je me demande comment on fait pour être un tout petit peu rigoureux dans le domaine de l'innovation. Et donc voilà. Donc en fait, je me suis intéressé à Alan Turing. C'est un des pères d'intelligence artificielle, donc un grand cryptographe britannique. Et en 1950, alors j'oublie toujours la date, mais je sais plus si c'est 51 ou 53, mais il crée, donc c'est lui qui a percé le code des nazis, je pense que vous connaissez parfaitement, et il a son ordinateur qui s'appelle Christopher. En tout cas, en 51 ou 53, il imagine un test qu'on appelle le test de Turing. Il se dit que sa machine Christopher, un jour, sera aussi intelligente que lui ou que d'autres. Mais comment savoir si elle est aussi intelligente que lui ou que d'autres? Et donc, il crée le test de Turing. Et dans ce test, il y a 3 salles. Et on pose la même question. Il y a donc un jury qui est dans une première salle. Il y a des gens, comme vous et moi, dans une deuxième salle. Et il y a dans une troisième salle, un ordinateur. Et le jury ne sait pas où se situe l'ordinateur et où se situe l'être humain. Et il pose une même question aux deux. Sur la base des réponses qui lui sont fournies, il dit « Ah, je pense que l'ordinateur, il est assis dans la salle 3. Et l'être humain, il est assis dans la salle 2. » Et après, on ouvre la porte et on regarde si effectivement, il y a dans la salle 2 ou 3 l'ordinateur et l'être humain. Et si le jury arrive à distinguer l'être humain de l'ordinateur, ça veut dire que l'ordinateur n'a pas réussi à duper le jury. Il n'a pas réussi à se faire passer pour le jury. Donc, on dit que l'intelligence artificielle n'est pas de même niveau que l'intelligence humaine. Mais le jour où l'ordinateur arrive question après question à se faire passer pour l'être humain, eh bien là on dit que l'intelligence artificielle est équivalente à l'intelligence humaine. Et donc on pose des questions qui sont très diverses. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de foot d'hier? Est-ce que vous préférez la glace à la vanille ou je sais pas, la glace à la fraise? Ou je sais pas, est-ce que vous préférez votre tante ou votre parrain? Ou voilà. Et sur la base des réponses, on essaie de voir qui est intelligence artificielle, qui est intelligence humaine. Alors moi, j'ai imaginé la même chose pour les innovateurs. J'appelle ça le test benveniste. Et le test benveniste, c'est pour savoir si les innovateurs qui disent qu'ils connaissent leurs clients, parce que c'est mon quotidien, ils connaissent vraiment leurs clients. Moi, les innovateurs que je rencontre, ils me disent qu'ils connaissent les clients de manière extraordinaire, qu'ils les connaissent par cœur, qu'ils connaissent le prénom des enfants, qu'ils partent en vacances avec eux, qu'ils font du ski avec eux, qu'ils font tout ensemble avec leurs clients, etc. Et après, on pose 2 questions très simples et ça paraît bon. Donc, c'est compliqué. Parce que si on écoute ce que disent les gens, on a l'impression que tout va bien, et après, quand on vérifie dans les faits, on se rend compte que ça ne correspond pas à ce qui est dit. Donc, le test que j'ai envisagé, c'est, comme le test de Turing, on met un innovateur dans une salle, un vrai client dans une autre salle, et il y a un jury, et le jury pose une question, par exemple, pourquoi est-ce que vous écoutez de la musique? Et l'innovateur répond, le client répond, et si on arrive à distinguer, si le jury distingue de façon certaine qui est l'innovateur, qui est le client, alors on sait que l'innovateur ne sait pas se faire passer pour son client, donc il ne connaît pas son client. Et ça, c'est très important de procéder comme ça, parce que ce qui manque dans l'innovation, c'est de la rigueur et un sens de la démonstration. On ne peut pas avoir des gens qui fonctionnent toujours sur l'intuition et qui vous expliquent qu'ils sont allés au cinéma avec leurs clients, donc ils le connaissent bien. Ça ne peut pas marcher. Il y a un moment donné où, quand on va investir plusieurs millions d'euros dans un truc, il faut quand même qu'on ait l'impression d'un truc sérieux. Donc voilà, ça c'est le test benveniste. Alors, ah oui, donc ça, voilà, on va faire le test.
Donc voilà, vous êtes jury, donc c'est vous le jury, vous êtes ici là, et il y a quelque part quelqu'un qui dit, alors vous posez la question pourquoi écoutez-vous de la musique. Il y a quelqu'un qui dit j'écoute de la musique parce que la nouvelle appli est géniale et j'ai du contenu et j'accède et en plus il y a de la pub. Et ensuite il y a une autre réponse, c'est j'écoute de la musique parce que c'est reposant, ça permet de faire un break et ça nous sort du quotidien. Donc le client c'est qui là? Voilà. Ok, donc là on va ouvrir les portes, on voit si c'est vrai. Effectivement, on se rend compte que vous avez raison. Donc, oui. Si je peux me permettre, ça a été vraiment. Oui, mais il y a pire que ça encore. Ah ouais, non, mais franchement, quand même, au bout d'un moment, la pub, c'est ça a un manque d'empathie. On Ouais. n'est pas des robots, quoi. Non, mais ce que dit Guillaume, ça semblait incroyable, mais je vais le translater à autre chose. Expérience client, expérience employé. Je translate, je fais une translation pure. Et il y a des études qui sont faites sur les enjeux miroirs. Expérience client, expérience employé. Vous avez en fait, vous en doutez, c'est purement logique. Je vais translater, après je vais laisser reprendre la main. Mais on part du principe qu'un client est fidélisé. On est toujours autour du client, c'est sympa, c'est un sujet parce que tient à cœur. On part du principe qu'un client est fidélisé quand il a eu une belle expérience. Mais il a eu une belle expérience quand l'employé, quand le vendeur typiquement, mais on pourrait translater en B2B, quand le commercial, etc., a lui aussi identifié l'expérience qui s'est passée. C'est-à-dire qu'il a été dans le fauteuil du conducteur, il n'a pas juste vendu, parce que pour le vendeur, j'ai vendu, j'ai pris mon argent, j'ai eu une belle expérience. Mais est-ce que ça a été une belle expérience pour mon client? Eh bien, vous seriez surpris quand on fait ces analyses miroirs, de voir qu'en fait, il y a une combinaison de possibilités qui est assez effarante, où le client a eu une bonne expérience, l'employé a eu une mauvaise expérience, le client a une mauvaise expérience, l'employé a eu une bonne expérience, et en fait, ça ne marche dans la durée quand les deux ont vécu la même expérience. Donc on est bien sur cette problématique-là, où il y a eu, et c'est très très rare. Donc l'intérêt de ces analyses miroirs, et qui sont gagnantes, c'est quand les deux ont ressenti la même expérience, qu'elle est au même moment, qu'elle est équilibrée, et où la même finalité, le même enjeu business, quoi. Donc vous seriez surpris quand on voit ces analyses, et bien sûr la quintessence, c'est quand les deux sont alignés. Parce que ça va se refaire. Parce que ça va se reproduire, parce que c'est une architecture, c'est un design, c'est pas fortuit. Il y a une analyse du succès, des causes de l'insuccès, et qu'on sait le reproduire. C'est ça que Guillaume, je suppose que c'est ce que tu souhaites démontrer. Allez-y, ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais du coup, pour moi, c'est plus un modèle de management qu'autre chose, c'est-à-dire savoir former ses employés à identifier justement qu'est-ce que c'est qu'une bonne expérience client, qu'est-ce que c'est qu'une on manage l'innovation en fait. Là, c'est manager l'innovation et non pas juste être amoureux de sa technologie ou de son produit. Ouais. C'est assez similaire, en fait, c'est très similaire. Enfin, je vais laisser reprendre la main, mais c'est assez similaire sur la logique, et effectivement, il l'a dit, les types qui sont amoureux de leur technologie, moi j'en rencontre aussi, qui vous disent « Ah oui, mais mon truc ça marche, L'Oréal a été mon client et il m'a filé 12 000 euros. Ouais, enfin, 12 000 euros sur la vie de ton innovation, de ta plateforme, etc., c'est que dalle. Et puis, est-ce que c'est un repeat? Est-ce que c'est un client repeat? Est-ce que le fait que tu aies vendu à L'Oréal, ça t'a permis d'aller voir Clarins, Estée Lauder, machin? Non. Donc, c'est un peu maigre de dire L'Oréal a consommé mon inno. Je pense en particulier à des innovations de recrutement sur plateforme, des trucs comme ça. Une validation de recrutement sur plateforme. Donc, parfois, c'est un peu court, les gens sont aveuglés. Et on est sur une problématique très psychologique des filtres de la réalité. C'est un sujet qu'aimait bien Steve Jobs, mais on s'en rend compte. Les filtres de la réalité. J'alimente mes illusions à travers des filtres de la réalité que je veux croire réels. Enfin bon. Ouais, mais en fait, sur la formation, enfin sur le management, le problème c'est que si vous formez les gens, vous dites je vais te former 5 jours aux clients. Donc, il y a eu différentes manières de procéder, mais par exemple, moi, parfois, j'ai demandé aux personnes d'aller rencontrer des clients sur leur site de consommation, etc. Ou alors, on paye un cabinet de marketing ou d'études pour qu'il nous explique le client, ça. Mais ça se trouve, personne ne lit, enfin, bon, sans vouloir. Souvent, les cabinets, ces rapports ne sont même pas lus, première chose. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien. Ensuite,
Le gars qui passe 5 jours avec ses clients, ça se trouve, il passe son temps à rêver de la nouvelle voiture qu'il va s'acheter. Donc, il est là, mais il est ailleurs. Et à un moment donné, il faut pouvoir démontrer un savoir qui est objectivable. Qui est pas juste, c'est pas parce qu'on a fait des choses pendant 15 ans qu'on est compétent. C'est pas parce qu'on est allé voir des clients pendant 5 jours qu'on connaît ses clients. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer des clients pendant 2 heures, ils en savent plus que celui qui est allé les voir pendant 5 jours. Non mais je suis sérieux. Donc il faut inventer un modèle d'évaluation qui est objectivable, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce test. Alors, c'était pour dire que vous aviez raison, que vous avez distingué l'innovateur du client, et que donc l'innovateur ne s'est pas fait passer pour son client, et que donc il ne connaît pas son client, sur cet exemple-là. Maintenant, ces questions, on en pose 70. Là, on a posé une question. On pose 70 questions réparties sur 7 thématiques différentes. Et en fait, on voit que selon le thème de question, le client est quelqu'un de différent. Par exemple, il y a un sujet énorme dont on a beaucoup parlé là depuis qu'on a démarré, c'est quel est le choix du marché qu'on va disrupter. Il y a des marchés qui sont déjà très modernes, qui ont déjà été disruptés 1000 fois, où il y a Google, Amazon, Facebook qui sont déjà en concurrence avec chacun une offre différente. Je pense à la musique par exemple aujourd'hui. Il y a d'autres marchés, vous parliez du partage des biens divers, des économies comme ça. Il y a certains marchés qui ont déjà été disruptés comme ça, comme le partage d'automobiles, et d'autres qui n'ont pas été et qui pourraient l'être. Voilà. Donc en fait, le premier sujet, c'est quel marché est-ce qu'on va choisir de disrupter. Si vous choisissez un marché où qui a déjà été disrupté, on a déjà fait l'économie de partage et qui a déjà été digitalisé, ça va être plus difficile que le marché qui est à l'abri, que personne n'a disrupté depuis 15 ans, où les gars ils ronflent et voilà. Et donc dans ce cas-là, vous voyez bien que le client, ça sera un directeur de la stratégie ou un analyste financier. C'est quelqu'un qui connaît très bien plein de marchés différents, qui sait qu'il y a tel marché super moderne, faut pas aller parce que ça a déjà été fait. Il y a d'autres marchés qui sont ronflants et qu'il faut disrupter. Quand on est sur le quotidien du client, là, évidemment, le client, c'est le vrai client. C'est par exemple quand vous achetez au supermarché, c'est vous. Voilà. Donc le problème du client, c'est toujours le client. Tout ça, voilà. Et là, c'est plus, on est sur le problème de développement technologique. Donc là, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien la technologie. Et là, levée de fonds et développer croissance, on est plus sur des sujets d'investisseurs ou de financiers. Donc en fait, ce qu'on demande, on fait ce test, et ensuite, selon la question, on demande à ce que le client soit un consommateur final, soit un directeur de la stratégie, si on est sur ces questions-là, soit un grand technologue, soit un investisseur, si on veut se faire passer pour un investisseur, etc. Ça va? Et ensuite, ça c'est un énorme sujet. Donc ça, c'est vraiment un très gros sujet en France, et je pense que c'est ça qui fait qu'on a encore des marges d'approbation. Donc en fait, en France, on fonctionne en vase clos. Donc les gens de Station F, ils font de l'innovation avec leurs potes de Station F qui ont 23 ans et qui codent en Java. Mais ces gens-là, c'est 5000 personnes en France, ou peut-être 10 000 personnes. Et l'iPhone, ou le moteur de recherche Google, ou Wikipédia, ou Airbnb, ou encore autre chose, c'est des innovations qui répondent à des besoins de presque 1 milliard d'individus et qui ne sont pas que des gens de la Silicon Valley. Donc il faut absolument que l'innovateur sache se faire passer pour une diversité de clients. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont des âges différents, pas tous 23 ans, qui viennent de pays différents, pas tous parisiens du 13e arrondissement, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ailleurs, des hommes, des femmes, voilà, qui viennent de niveaux CSP, catégories socio-professionnelles différents, etc. Alors, ça, c'est les critères de diversité. Alors, bien sûr, c'est l'entrepreneur qui définit lui-même quels sont les critères de diversité, mais c'est une question intéressante, c'est qui est ton client? Et par exemple, au Maroc, qui serait ton client? Est-ce que ça serait, je sais pas moi, un geek qui fait du Java aussi? Et est-ce que ce gars-là, il existe aussi à Amsterdam? Je pense que c'est Pierre. Mais voilà, donc il faut viser une tranche de gens qui ne soit pas que réduite aux gens du 13e arrondissement à Paris si on est à Station F. Voilà.
Et en fait, ça c'est l'entrepreneur et l'investisseur qui définissent ensemble les critères de diversité. Et ensuite, on demande à l'innovateur de se faire passer pour une diversité de clients qui répondent à ces critères-là tels qu'ils ont été définis ensemble. Et donc ça, c'est les résultats réels. Puisque je crois qu'on parlait, vous parliez des résultats tout à l'heure. Donc ça, c'est les résultats réels sur les 7 thématiques. Donc, le taux de réussite, c'est le truc en losange rouge. Et la barre, c'est l'indice de diversité. Donc là, on voit plusieurs choses. Que les innovateurs sont mauvais dans les mêmes sujets et bons dans les mêmes sujets. Donc en fait, il y a une homogénéité des compétences qui est très forte. Donc vous avez une équipe de 3 personnes, ils sont tous bons dans les mêmes sujets. Ils sont tous nuls dans les mêmes sujets. Voilà. Ensuite, ils sont moins bons ensemble que tout seuls. Ça, c'est pas mal. Puisqu'on voit que la moyenne et la performance collective est souvent inférieure à la moyenne. Donc en fait, les gars, ils pourraient ne pas travailler ensemble, ce serait sans doute mieux. Donc par rapport au sujet du risque, de quand est-ce qu'on arrête d'investir, voilà, moi c'est ça que j'utilise comme truc. Ensuite, bon alors, enfin ça c'est... En fait, aujourd'hui, les innovateurs, ils savent développer des technologies qui en fait n'intéressent personne parce qu'ils connaissent pas leurs clients et lever des fonds. Donc, quand on montre ça, on dit, bah en fait, ça serait bien que tu connaisses un peu ton client, voici les chiffres. Donc là, la personne avant, elle me disait, oui, non mais je connais mon client parce que je pars en vacances avec lui. Alors on dit, bah c'est génial, il faut continuer à partir en vacances avec lui, mais en attendant, les résultats, ils sont très faibles. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Là, il y a des chiffres. Là, on n'est plus dans la parole et les vapeurs. Là, le taux de réussite, c'est ça, donc c'est très faible. Donc, ça permet d'objectiver la discussion. C'est très important ce que je dis parce que aujourd'hui, on est vraiment dans un monde pseudo-scientifique. Enfin, moi, j'appelle ça marketing Nostradamus. On est avant la révolution scientifique. C'est-à-dire, on est vraiment dans un truc... on est une sorte de religion néo-technologique, je sais pas quoi, et on n'est pas du tout dans un registre de rationalité. Or, vous qui êtes client, et moi, quand on décide d'acheter quelque chose, il y a sans doute une part de rêve et d'identification à la marque, mais il y a aussi de la rationalité. Moi, je me pose la question de si mon prochain téléphone sera ou pas un iPhone, et ce sera une décision rationnelle. Si je décide d'acheter un iPhone ou si je décide d'acheter un Samsung. Et je pense que je ne suis pas la seule personne à penser comme ça. Donc le consommateur est quand même rationnel, même s'il y a une part d'irrationnalité. Et alors, si on fait ça, si c'est comme ça que vous évaluez la qualité de vos entrepreneurs, eh ben vous pouvez tripler la rentabilité de l'investissement. Parce que tous les gens qui connaissent pas les clients, vous investissez pas. Là, vous avez des faits qui démontrent. Et ensuite, si vous reportez aux erreurs les plus fréquentes, vous assurez avec ces tests que les innovateurs que vous avez choisis, en fait, ils vont pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Donc, si on résume mon propos parce qu'on arrive à la fin, l'innovation c'est super important, c'est une question de survie. Il y a beaucoup d'argent, il y a 1210 milliards de dollars d'ici 2025. Pour réussir l'innovation, il faut se mettre à la place de son client. Il a des trucs à faire, il faut l'aider à faire ces trucs-là. Et il y a des tests qui permettent de réduire le gaspillage dans l'innovation. Et mon livre est génial. Des questions sur la fin, sur les tests, sur le conseil, sur les facteurs de succès? Vas-y, oui. Moi, c'est plutôt une remarque sur ce que vous êtes en train de dire à la fin, de connaître le client, etc. Parce qu'en plus, c'est un peu... on en parle beaucoup, Customer Centricity, et c'est vraiment de se mettre à la place du client. Et au niveau des startups et de l'innovation, on parle beaucoup de la Lean Startup. Là, vous n'en avez pas trop parlé, et je veux savoir un petit peu vous ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment ce côté de réitérer en permanence, essayer de s'y mettre avant même d'avoir un concept, et je pense que ça va vraiment dans le même sens. Ouais, donc moi j'ai 2 religions d'innovation, j'ai Christensen et le Lean Startup. Et j'ai fait le test que je vous ai présenté là à Penveniste, avec le chapitre français de Lean Startup à Paris. Donc on a pris une 50aine d'entrepreneurs et on a fait le test. Et je trouve que c'est génial. Après, c'est pas encore très rigoureux, je trouve. Ça pourrait être, c'est pas encore aussi rigoureux que ça pourrait être. Pourquoi?
parce qu'on est encore on rencontre plein de clients, mais ensuite c'est pas encore, on vérifie. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier la connaissance du client? Aujourd'hui, il y a l'A/B testing, des choses comme ça. Ça vérifie sur le cas d'une navigation d'une page web. Mais avant d'avoir développé la page web, on n'a pas d'outil avec une startup à ce jour, à ma connaissance. C'est pas ça que servent les études consommateurs? Oui, sauf que ça, bon, ça c'est une opinion personnelle. Moi, j'y crois pas du tout aux études consommateurs telles que les exercices aujourd'hui. Oui, mais si un petit peu plus innovant, eye tracking, toutes ces choses-là, vous pouvez poser des questions et se fier au dit, plutôt observer. Ouais, bah ça c'est mieux. Mais eye tracking, il faut déjà être sur un site web. Non, eye tracking, par exemple, en rayon, in-store, vous savez, on met des petites caméras pour voir. Oui, pour comprendre. moi je sais bien. Oui, sens de circulation, le sens des yeux, etc. Ce qui vous attire. Mais là, vous êtes déjà dans une forme produit. Mais si on dit demain que tous les achats vont se faire sur la réalité virtuelle, il faut trouver des manières d'étudier les consommateurs qui soient indépendantes de la forme produit. Mais après, moi, eye tracking, je trouve ça bien aussi. Il faudrait les trackers sur le clavier parce que vous avez plutôt tendance, et encore avec les enjeux de sécurité, vous avez plutôt tendance à mettre des sparadraps sur les caméras de votre génération. Donc, compliqué. Enfin, Amazon, il y a même un peu, je suppose, vous pouvez déjà savoir un petit peu notre comportement de shopping online. Carrément. Quand on abandonne notre panier, etc. Amazon et les gamers dont je vous parle sans arrêt, ce qui m'a vraiment impacté l'autre fois, on connaît les comportements. Les abandonnistes, la conversion, et l'énervement, c'est sûr. Mais parce que ce sont des super spécialistes de la donnée et qui la traitent. Prenez à l'inverse une autre activité dont Guillaume a parlé, qui détient beaucoup de données mais qui ne la traite pas, c'est la banque. Typiquement, prenez la banque, ils savent tout sur vous. Dans l'ordre, je pense que. Oui, ça c'est incroyable. Je pense qu'il y a Google, Amazon, Facebook, et juste derrière les grandes banques, probablement avant les gamers. Ouais, mais en plus, la banque, ils ont accès à comment on dépense l'argent. Oui, absolument. Mais la banque, ils savent tout sur vous. Vous savez quoi? Moi, j'étais au Tsunami en Thaïlande. Les premiers messages que j'ai reçus, c'est un mec, c'est bizarre, qui plutôt opportunément m'ont appelé pour me demander si j'allais bien. Non, mais sincèrement, enfin, c'est des SMS, mais ils savent tout sur vous à l'instant T. Et eux, ils n'utilisent pas. Donc, typiquement, voilà, le customer centricity a des mystères que parfois, et alors, par contre, ils devraient. Et ils sont déjà full IA avec Watson, en France en particulier, mais je ne sais pas quoi ils utilisent des données. Pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de survivre sur leurs activités, je sais pas. Comme les autres. Moi, je suis aussi persuadée de l'importance de bien connaître les besoins de son client et ce qu'on en voit. Mais il me semble aussi que je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit que s'il avait attendu d'écouter ses clients pour il n'aurait jamais fait l'iPhone en fait. Et je trouve ça aussi difficile dans le côté start-up d'innovation de dire à quel point est-ce que je vais essayer de faire une rupture ou créer un besoin entre guillemets, ou est-ce que j'écoute mes clients et j'essaie de faire quelque chose qui répond à leurs besoins. Ouais, mais donc il faut une démarche d'innovation qui soit indépendante de la forme produit. Oui, mais même les clients ils vont même exprimer un besoin. Oui, mais il faut les questionner sans se référer à une forme produit. C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai parlé de l'approche avec les process de production du client, parce que comme ça, on ne fait pas référence à un produit précis. On fait juste référence à l'objectif de consommation du client. C'est plus identifier des pays. Exactement. Après, c'est jeu, il avait anticipé un besoin client, il n'était pas parti de rien non plus, c'est pas sorti ex nihilo. Mais regardez ce qu'on s'est dit l'autre fois. En fait, la technologie d'iPhone existait, l'iPad existait avant l'iPhone. Oui. C'est pas si loin que ça de l'iPod, et en fait, il est vraiment rentré par l'escalier, les 2000 titres dans la poche. En fait. Et après, le temps de générer les Apple Store en ligne, etc., pour l'économie d'application, etc., avant le téléphone et le moment. C'est vrai qu'aller prendre en frontalement Motorola ou Nokia, au moment où il a lancé l'iPod, c'était probablement impossible. Et voilà. Bon, et ils n'étaient pas encore en difficulté quand l'iPhone est sorti. HTC, BlackBerry était un petit peu, bon, c'était pas mal aussi, mais je changeais un peu, et il les a vraiment respectés. Donc il faut aussi avoir le bon timing.
Et c'est vrai que vous avez raison, il n'a pas lancé les produits parce que les clients le voulaient, ça c'est sûr. Non, de toute façon, Ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un petit peu ce côté aussi supérieur de Steve Jobs qui voulait montrer qu'il changeait le monde et que c'était pas pour répondre à 3 clients, mais parce qu'il en avait eu la vision. Mais typiquement par rapport à ça, dans la biographie de Steve Jobs, celle qui est appelée la non officielle de Isaacson, il y a un moment donné, on dit qu'il est dans une réunion et qu'il n'arrive pas à appeler ses amis sur son téléphone, je sais pas si c'était Nokia ou quoi, ou BlackBerry, et que juste trouver ses contacts, c'était l'enfer. Donc lui-même vit le calvaire, il appelle ça comme ça, de l'utilisateur qui veut juste trouver ses contacts sur le téléphone, et il se dit, c'est l'expression qu'il emploie, c'est brain dead, donc le gars qui a fait ce produit est totalement écervelé. Et il se dit, mais on doit forcément être capable de faire quelque chose pour que ce soit facile de trouver ses contacts sur son téléphone. Vous voyez, donc à chaque fois, on commence avec l'objectif de consommation, enfin l'objectif du client. Quelqu'un qui veut utiliser un téléphone, c'est ce qu'il dit dans sa keynote là, de 2016, il veut juste faire des appels. Quelqu'un qui a un téléphone veut faire des appels. Et après, il dit, j'ai jamais vu un système aussi compliqué avec les téléphones pour faire des appels. Enfin, ce qu'on appelle les smartphones, il dit, sont très complexes d'utilisation pour passer un appel. Je pense que on parlait d'objectifs, c'est vraiment de problèmes. Oui. C'est ça. Oui. C'est déjà un step, je pense. Oui, complètement. On parle déjà du besoin. Je pense qu'avant même ça, c'est vraiment vraiment le problème. Ouais. Commentaires, remarques. Ouais. Oui, choisissez comment les clients du test. Par rapport à l'indice de diversité. C'est pas moi qui ai choisi, c'est l'entrepreneur, parce que sinon ça serait impossible. Mais il faut qu'il y ait des clients qui soient différents. C'est pas tous des gars, si c'est pour Station F, c'est pas tous des gars de 23 ans qui sont dans la Station F, qui habitent... Ils sont différents, ils ont sans doute des perceptions complètement différentes. Du coup, c'est... Comment on rassembler ça en une phrase pour chaque question? Parce que, moi, de ce que j'ai... Non, parce qu'on fait... Alors, ouais, donc... Ou alors, pour chaque type de client, il y a... On pose une question, il y a un client et un innovateur. Ah, à chaque fois, c'est un client différent. Voilà. Okay. Et après, on peut poser la même question, mais cette fois-ci avec un autre client. Et ensuite, on fait la moyenne des résultats. Mais on dit, alors juste, parce qu'on dit de manière très précise, on catégorise le client. On dit, le client est indien, il a 25 ans, il gagne X, son niveau SCSP, c'est truc. Si on retient ça comme critère. Et donc là, on dit, l'innovateur doit se faire passer pour ce client-là. Et c'est un élément clé, parce qu'on a un petit peu parlé déjà sur la logique de diversité des équipes qui proposent des produits, des innovations. Je vous en ai parlé un petit peu déjà. Ça, c'est un élément clé, parce que moi, j'accompagne des startups. Et ça me frappe, ce que Guillaume a dit, quand les trois fondateurs de la startup, ils ont les mêmes compétences, le même profil, la même origine, ils vont produire les mêmes résultats. Ils vont pas se challenger, ils vont pas avoir d'écart type dans leur projet, etc. Et c'est la même dans les entreprises, finalement. Alors, je vais pas critiquer L'Oréal, parce que j'aime bien cette boîte, mais quand ils sont tous HEC, machin, Sciences Po, issus, filles, etc., issus de la même logique, ou pire parfois quand L'Oréal travaille sur les enjeux ethniques, et que pour les cheveux crépus, pour les carnations un peu plus foncées, ou etc., ils travaillent avec des gens de leurs origines, ils reproduisent des modèles mécaniquement. Alors que moi, je crois vraiment dans cette théorie de l'orchestrateur dont on a un peu parlé déjà, qui est la diversité volontaire des équipes qui innovent pour répondre à un indice de diversité des clients. Et ça nous donne c'est exactement ça. Et ça revient sur l'histoire du miroir. À proposer des solutions qui ne sont pas consanguines, qui ne sont pas celles auxquelles moi je crois, parce que j'aime bien, machin, mais qui sont construites, qui sont hyper architecturées et qui conduisent plutôt au succès. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, l'exemple que vous utilisez, je ne trouve pas hyper légitime, parce que, moi, pendant mon stage chez L'Oréal, sur les 4 que j'avais, les 4 n'étaient pas français, en fait.
Tant mieux. J'avais une taïwanaise, une chinoise, une japonaise. Mais ça, c'est dans les groupes internationaux qui travaillent cette transversalité, et que j'ai vécu aussi chez Apple, où on va regrouper des compétences d'origine très diverses, effectivement, et on va se donner une chance du succès. Mais sur les groupes internationaux, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Tant mieux, alors c'est sur les groupes d'innovation et de développement de produits internationaux, quand c'est traité comme ça, c'est génial, absolument. Mais je ne connais pas assez bien la maison pour savoir si c'est traité comme ça ou pas. Merci pour le feedback. Du coup, je ne sais pas si j'ai vraiment compris par rapport au test, mais donc du coup, la personne qui se fait passer pour disons, un Indien de 25 ans, n'est pas du tout un Indien de 25 ans, c'est justement un entrepreneur. D'accord, et donc du coup, à quel Ah non, l'Indien de 25 ans, c'est un Indien de 25 ans. Ah oui, lui c'est vraiment un Indien, il vient d'Inde. Il a pas mis un turban, Non, mais l'entrepreneur doit se faire passer pour l'Indien de 25 ans. Et s'il a réussi à convaincre le jury, c'est qu'il s'est mis dans la peau du gars. Exactement. Donc là, le client, à un moment donné, on va dire, il a été dit que tu vises le marché indien. L'entrepreneur a dit, moi je vise le marché indien. Donc on lui dit, forcément, il va falloir qu'il fasse passer pour un client indien. Donc là, on va en prendre un, il a 25 ans, il s'appelle Truc, il habite, je sais pas moi, à Mumbai, je sais pas quoi. Maintenant, tu vas essayer de te faire passer pour lui, on va te poser 10 questions et tu vas essayer de te faire passer pour lui. Il y a un vrai client indien qui a vraiment 25 ans, qui habite vraiment à Mumbai, de l'autre côté, dans une autre salle. Voilà. Et on voit sur 10 questions combien de fois il se fait passer pour cette personne. C'est quand même très subjectif. Ah non, là pour le coup, c'est pas subjectif. Là, c'est. Le panel de personnes interviewées de vrais clients est quand même si petit qu'il y a quand même une énorme part de subjectivité. Oui, alors après, mais je pense qu'on peut. Après, ça dépend, mais disons que c'est plus rassurant d'avoir un entrepreneur qui a démontré qu'il s'est fait passer pour son client 2 fois sur 3 avec 10 clients différents, d'origines différentes, de pays différents, que juste un gars qui vous dit « Ouais, moi je connais mes clients parce que je pars en vacances avec eux. » Voilà, non, mais sauf qu'aujourd'hui c'est ça. Ou alors sinon le gars il dit « Je connais mes clients parce que j'ai lu un rapport. » C'est pas objectivable en fait. On sait que dans les études, il y a plein de biais. Enfin, vous qui avez, je pense en M1, vous avez fait beaucoup d'études, il y a plein de biais. Moi, dans mon métier, sur les store checks, je vais peut-être raconter, on allait tous faire les store checks chez Carrefour Auteuil, Euromarché Auteuil, qui est maintenant Carrefour, parce que ça augmente les prix, c'est le seul en surface avec des prix de vente moyens, des indices 110 ou 112, donc hyper cher. Je crois que c'est Angers ou Le Mans, dans les études, vos profs ont dû vous dire ça, qui est la ville test moyenne pour les études de marché, c'est Angers. C'est Angers. Puis la ville test moyenne, quand on veut moyenniser, quand on veut stretcher, on va surtout pas à Angers, quand on veut moyenniser, on va à Angers, on se représente. Enfin, on sait qu'il y a plein de biais, pour plein de raisons. Donc la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on rend ça le plus rationnel possible. En tout cas, est-ce que le modèle de Guillaume est fiable, valable? Je ne sais pas objectivement. Mais la logique qui vise à essayer de rapprocher l'innovateur de son client avec un miroir sans teint, en essayant de lui enlever tous ses filtres. Moi, je ne sais pas si c'est un business potentiel ou si c'est comment tu le gères, mais c'est pas inintéressant parce que c'est vrai que les innovateurs ont une problématique pour prendre le client. Et vous ne pensez pas que, par exemple, les gens, les investisseurs qui ont entendu parler de ce modèle, qui le connaissent, peuvent essayer justement de trouver des moyens de le détourner et de le hacker en leur faveur? Ouais. Il y en a eu plusieurs. Donc, par exemple, il y a eu. En fait, le test, on le fait aussi sur des plateformes en ligne. Je vous ai donné le cas des salles physiques parce que visuellement, ça permet de se représenter les choses. Et puis, historiquement, avec Turing, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais aujourd'hui, ça se fait sur les plateformes en ligne, sur Facebook, Skype, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on connaît les questions par avance et on a déjà rédigé des réponses qu'on a vérifiées avec des Indiens. Et ensuite, voilà. Mais dans tous les examens, on peut gruger. Hein, donc, c'est bête. Ah oui, oui. C'est bête parce que ça reproduit, ça reproduit l'illusion du potentiel du business et ça finit par être fatal. Oui. Mais après, l'idée du test, j'ai pas fait le test pour qu'il soit hacké. J'ai fait le test pour qu'il soit. D'un
un innovateur Oui. qui cherche justement à convaincre un Il veut du investisseur. cash. Il va tout faire pour essayer, enfin, Il veut du il est cash. passionné par son projet, il va tout faire pour essayer de. Voilà, Ah ouais. Mais il y a eu des. C'est un très bon point. Il y a eu Parce des que souvent, actes. dans les rooms de pitch pour lever des fonds, je pense que les investisseurs bienveillants sont ceux qui, ce sont pas ceux juste qui disent non, mais ce sont ceux qui disent non pourquoi en fait. Et qui disent pourquoi il n'y a pas de potentiel selon eux, qu'est-ce qu'il faudrait faire, sur quelle phase de jeu, et on l'a vu, il y a plein de sujets sur les 7 familles, mais plein de sujets sur lesquels les axes de progrès sont importants. Encore une fois, moi demain je vais participer à une séance à l'incubateur Lafayette Préventeur, on avait parlé, je vais voir comment je pouvais vous y inviter, mais c'est compliqué. Et il y a 7 personnes différentes qui vont voir plus de 12 startups. Et l'objectif, c'est vraiment, chacun dans le domaine, de leur donner des feedbacks sur les facteurs clés de succès. Quoi. Parce qu'il y a, je crois, une quinzaine de startups à incuber, et il faut les amener au bout. Et il faut qu'elles entendent des feedbacks sur les axes de progrès. Encore une fois, 7 personnes, 15 startups, des rooms de 2 heures. L'objectif, c'est, voilà, racontez-moi votre histoire et je vous dis ce que je vois qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Je l'entends pas. Et je peux effectivement reproduire l'illusion et me planter, ou réussir. Je peux ne pas tenir compte des conseils et réussir. Tout peut arriver. Toute notre problématique de quand je m'arrête et quand je continue. C'est passionnant, c'est pas non plus une science exacte. Le point que je partage avec vous peut-être. Non, c'est pas une science exacte. Mais c'est la décision. Ouais, c'est objectiver davantage, c'est pas une science exacte. Merci. Merci pour votre participation, ça va. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Alors nous, la semaine prochaine.